Voilà. Bon, bonjour à toutes et tous. Normalement, vous êtes connectés sur ce webinaire du comité CSE du Conseil de l'Ordre de Paris-Île-de-France qui traite donc du partage de la valeur dans l'entreprise et l'apport d'experts comptables qui travaillent pour le CSE. Donc, bienvenue à vous toutes et tous, sachant que l'on parle d'un sujet qui peut déborder, bien sûr, du rôle de l'expert comptable qui travaille pour le CSE. Alors, je me présente, je suis Jean-Luc Semama et j'anime ce comité depuis déjà pas mal d'années. Et comme vous le savez, nous préparons, nous proposons 4 webinaires par an sur des thèmes qui peuvent intéresser les consoeurs et confrères qui s'intéressent au rôle du CSE et à la contribution de l'expert comptable, une mission qui est, selon nous, à forte valeur ajoutée, mais qu'il convient de bien comprendre pour l'exercer au mieux. Et c'est l'objet de ces webinaires. C'est aussi l'objet des travaux que nous menons dans ce comité. Et si certains d'entre vous qui nous entendent ont une forte expérience et qu'ils veulent la mettre au profit de la profession, ils sont bien sûr les bienvenus dans notre comité pour y travailler, contribuer, partager les expériences et produire des supports pour les professionnels. S'ils le souhaitent, il suffit d'écrire au Conseil de l'Ordre à Paris, à rue de Londres, et pour le comité CS. Je suis en webinaire, il y a 200 personnes. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Thématiques très importantes sur lesquelles nous avons un rôle, à mon avis, très conséquent à assumer pour faire en sorte que cette idée importante de partager la valeur de l'entreprise soit bien exercée. Donc, pour ce faire, nous avons une consoeur et un confrère du comité qui vont vous présenter cette thématique. Donc, par ordre d'entrée en scène, c'est Élodie Semama Benarouche qui va commencer, et Gérard Lejeune, qui est un confrère qui est depuis pas mal de temps avec nous dans ce comité d'ailleurs, qui a une belle expérience, va aussi y contribuer de façon alternative. Donc, bienvenue à tous. Rentrer plus de confrères qui étaient dans le SAS en attendant l'âge du webinaire. Donc, je passe maintenant la parole à Élodie. À vous, que j'ai. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va ce matin traiter donc de cette loi sur le partage de la valeur dans l'entreprise, voire on va l'analyser à travers deux prismes, les nouveaux dispositifs et les anciens dispositifs qui ont été aménagés. Mais pour planter le décor, effectivement, cette loi qui a été votée en fin d'année dernière, elle est passée le 29 novembre 2023. Elle résulte de la transposition de l'accord national interprofessionnel, l'ANI. Et l'idée, effectivement, c'est d'associer au mieux le capital et le travail dans l'entreprise à l'heure où les difficultés pour l'ensemble des Français sont grandes. Cette loi, c'est une véritable révolution sociale. Effectivement, ce qu'il faut comprendre… Pardon, j'ai oublié de faire défiler. Donc, je vous ai dit, nouveau et ancien dispositif, on va y revenir. Et donc, voilà, j'étais là dans l'intro. Je disais qu'effectivement, cette loi, c'est une véritable révolution sociale parce que l'idée, c'est vraiment… Alors, il y a eu depuis 67 De Gaulle qui a introduit la participation dans l'entreprise, mais là, on était pour les plus de 50. Là, vraiment, l'idée, c'est de partager les profits de l'entreprise dans les petites entreprises et donc d'associer un maximum de salariés au gain, au résultat, et donc de les motiver davantage. Donc, c'est sûr que beaucoup d'entre eux n'avaient rien
Et vraiment, la révolution de cette loi, c'est vraiment de prendre en compte les intérêts des salariés dans les petites entreprises. Donc, voilà, c'est ce sur quoi on va axer la présentation de ce matin. Donc, effectivement, je vous le disais, il y a 4 nouveaux dispositifs qu'on va voir et des anciens, donc comme la participation, l'intéressement, qui sont aménagés pour pouvoir donner davantage de choses aux salariés. Donc, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'en donner plus à plus de gens, de simplifier les dispositifs, de développer l'actionnariat salarié et évidemment en gardant l'idée que tout ce qui est RSE et égalité homme-femme a tendance à se développer dans ces textes-là. Donc, on va faire le lien entre les nouveaux et les anciens dispositifs à travers ce que peut apporter l'expert comptable du CSE, alors essentiellement pour les anciens dispositifs, et ça concerne tous les experts comptables pour les nouveaux. Donc, vous avez tous un rôle à jouer, que vous soyez spécialisé en CSE ou pas. On a réussi à trouver des données macro qu'on voulait partager avec vous, justement, sur ce partage de la valeur aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on a trouvé les données les plus récentes qu'on a pu, pour prouver effectivement que on a essayé de trouver la part des salariés qui étaient couverts par au moins un dispositif de partage de la valeur. Et ce qu'on observe, c'est effectivement entre 2010 et 2020. Alors, on a une croissance, bien sûr, pas exponentielle, parce qu'on est passé on était à moins d'un salarié sur 2 couvert par un dispositif de partage de valeur en 2010. On est effectivement à plus d'un sur 2 en 2020, avec presque 53% des salariés. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, quand on regarde la décomposition de ces 53%, c'est d'observer que la grande majorité, oui, évidemment, puisque ceux qui sont concernés travaillent dans des entreprises plus importantes, puisque on voit que pour ceux où il y a moins de 10 salariés, il y a quand même assez peu de salariés qui sont concernés et qui sont couverts qui bénéficient d'un dispositif de partage de la valeur. Alors qu'effectivement, 20% des salariés en France travaillent dans ces entreprises-là. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se dire que il y en a beaucoup qui peuvent être potentiellement concernés. Et on se disait, effectivement, avec Gérard, on faisait des extrapolations et on se disait qu'aujourd'hui, cette nouvelle loi, elle devrait toucher environ 16 millions de salariés. Alors, dans les 16 millions, il y en a beaucoup qui en ont déjà, mais globalement, elle devrait toucher environ 16 millions de personnes. Donc, c'est quand même une révolution, sachant que sur les 16 millions, il y en a 20 qui sont dans le privé. Donc, c'est quand même beaucoup. Voilà. Gérard, tu voulais peut-être ajouter quelque chose en intro? Non, merci Élodie, c'est très complet. Je crois qu'Élodie l'a dit. Cette loi, c'est quand même une grande révolution, une mutation sociale, puisqu'elle va amener en fait les salariés des entreprises de 11 à 50, celles où existaient les délégués du personnel, aujourd'hui les CSE de moins de 50, à s'intéresser avec leurs employeurs aux résultats de l'entreprise et au partage de ces résultats dans un bon esprit de dialogue social au service du développement de l'entreprise. Voilà. Malheureusement, certains parfois opposent dialogue social et économie de l'entreprise, alors qu'il faut en fait défendre l'idée que le dialogue social contribue au développement de l'entreprise par la motivation et l'implication des salariés à son développement. Voilà. Donc, c'est très bien. Merci Élodie pour cette belle introduction. Alors, je vais démarrer avec les nouveaux dispositifs de partage de la valeur. Ils sont au nombre de 4. Nous allons d'abord voir l'attribution d'une participation volontaire. Donc aujourd'hui, je vous rappelle le contexte, dans les entreprises de plus de 50, il est possible, il y a une formule légale et il est possible d'avoir une formule dérogatoire si elle est plus favorable que la formule légale. Ça, c'est ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc, effectivement, seuls les salariés des entreprises de 50 ou plus étaient concernés par la participation. Aujourd'hui,
la vraie nouveauté, c'est que la loi prévoit la possibilité de créer une participation dans les entreprises de 11 à 49, donc pour le coup, effectivement, beaucoup plus de salariés concernés, je vous le disais. Et donc, la formule qui peut être proposée peut être effectivement dans un sens moins favorable à celle de la formule légale. Donc, c'est vraiment et on touche plus de gens et effectivement, c'est moins contraignant pour les entreprises puisqu'effectivement, il y a cette souplesse de déroger à la formule légale. Alors, chose importante également, donc la formule retenue, qu'elle soit légale ou dérogatoire, doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou elle doit être prévue, enfin reprendre celle qui est prévue par la branche professionnelle. Voilà, donc ça c'est le côté un peu contraignant, mais sur le principe, vous voyez bien que ça étend à énormément de salariés et dans un sens qui peut être moins favorable. Il n'est pas possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça doit faire l'objet d'un accord d'entreprise, donc il n'est pas possible d'appliquer une formule dérogatoire de façon unilatérale. Et donc, il doit y avoir des négociations qui doivent être ouvertes. Et la date maximale pour les engager, c'est le 30 juin 2024. Puisque, on l'a dit, je vous l'ai dit en introduction, la loi a été votée donc le 29 novembre dernier et elle rentrait en application à partir du 1er décembre dernier. Alors, il y a quelques applications qui se feront plus tard, mais elle rentre en application dès fin d'année dernière. Donc là, effectivement, en gros, il y a un peu plus de 6 mois pour que les négociations soient engagées pour pouvoir attribuer cette participation volontaire. Alors, bien sûr, la disposition, pour le moment, c'est encore expérimental. Il y a un délai de 5 ans qui a été fixé, et puis au bout de 5 ans, il y aura un bilan qui sera fait pour voir si, effectivement, ça a été concluant, pas concluant, si ça se pérennise ou pas. Voilà, on l'a dit, donc l'idée, c'est encore une fois de faire bénéficier le maximum de salariés de ces dispositifs. Là, vraiment, c'est que c'est une façon de fidéliser les salariés dans les petites entreprises en répartissant la valeur autrement. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est que le fait que ça puisse être moins favorable que la formule légale, le législateur espère effectivement que ça va être un premier pas pour beaucoup d'employeurs qui veulent fidéliser leurs salariés, qui veulent leur faire profiter de davantage de choses sans être non plus contraints à la formule légale si elle est plus lourde. Plus lourde financièrement, évidemment, pour eux. J'ai l'habitude de demander si ça va, mais là, je ne peux pas, puisque vous êtes trop nombreux pour qu'on vous demande individuellement si ça va. Je vais donc passer au deuxième dispositif. Donc là, il y a, pareil pour les petites entreprises, entre 11 et 49 salariés. Et là, on fait rentrer la notion d'entreprise profitable. Donc celles qui ont un bénéfice fiscal supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices. Donc effectivement, là, ces entreprises-là donc auront l'obligation, puisque la loi leur impose, de mettre en place au moins un dispositif de partage de valeur, donc intéressement, participation, abondement dans un PE ou pour une PPV. Effectivement, la notion de participation qui est retenue là pour le partage de la valeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être effectivement la participation moins disante, donc la moins favorable à la formule légale. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les entreprises qui sont profitables, entre 11 et 49 salariés, il y aura donc l'obligation de mettre à la disposition des salariés au moins l'un des dispositifs de partage de la valeur. Donc vraiment, là aussi, c'est pareil, ça devrait toucher beaucoup de monde, et on est sur le même principe que sur la participation volontaire dont je parlais précédemment. On est également à titre expérimental, et pareil, bilan au bout de 5 ans pour voir ce que ça a donné.
Donc, effectivement, le caractère volontaire dont je parlais pour la participation devient obligatoire, pas pour la participation, mais pour l'un des dispositifs. Donc, effectivement, encore une fois, hein, l'idée, c'est de regarder les chiffres sur 3 ans et de voir que le bénéfice fiscal fait au moins 1% du chiffre d'affaires. C'est ça qui a été retenu comme notion d'entreprise profitable. Donc, ça aussi, c'est bien cadré. Voilà, donc pareil, hein, le but, vous avez compris, c'est d'inciter les employeurs à verser quelque chose aux salariés. Et là, cette disposition-là sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Je poursuis avec le 3e dispositif. Donc là, on est sur une négociation en cas de hausse exceptionnelle du bénéfice net pour les entreprises de plus de 50. Donc là, on n'est plus sur les entreprises de moins de 50, on est sur les entreprises de plus de 50, mais on est effectivement sur une négociation nouvelle quand l'entreprise augmente de façon exceptionnelle son bénéfice. Donc là, effectivement, ça impose, pareil, il y a quand même un cadre, mais là, contrairement au dispositif précédent dont je vous parlais, où on avait effectivement défini ce que c'était qu'une entreprise profitable, là, la notion de bénéfice net exceptionnel n'est pas définie en tant que telle, il n'y a pas de critères qui ont été évoqués par le législateur, mais est-ce que c'est lié à l'activité? Est-ce que c'est lié à des événements particuliers, à un rapprochement, à une fusion? Enfin, voilà. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire que s'il y a augmentation de façon, je ne vais pas dire disproportionnée, mais un peu quand même, du bénéfice, il y aura l'obligation d'entreprendre une négociation. Encore une fois, hein, la négociation ne veut pas dire qu'on arrive à un résultat, mais il faudra donc que l'entreprise réfléchisse à ouvrir des négociations donc avec les représentants du personnel sur le partage de ce bénéfice exceptionnel. Si accord, donc l'idée c'est quand même qu'il y ait accord, ça pourra se traduire par un accord d'intéressement ou un supplément d'intéressement s'il y en a déjà un qui existe, ou alors un supplément de participation. Donc, effectivement, à travers ce dispositif, on voit bien que c'est l'épargne salariale qui est encouragée. Là, c'est pareil, on a une date. La négociation doit se tenir en amont, notamment avant le 30 juin 2024, pour celles qui sont déjà couvertes par un accord de participation et d'intéressement. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses qui manquent hein, dans le texte, mais là, voilà, ce qu'il faut retenir sur ce 3e dispositif-là, c'est qu'effectivement, l'obligation, ce n'est pas d'arriver à un résultat, mais c'est au cas d'entreprendre des négociations pour partager ce bénéfice exceptionnel. Et encore une fois, là, on est sur des entreprises de plus de 50. J'arrive au dernier dispositif de nouveau qui a été introduit par la loi. Donc, c'est la PPVE, c'est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Donc là, l'idée, là, on n'a pas de seuil, c'est d'intéresser les salariés à la valorisation de l'entreprise à moyen terme sans qu'il y ait d'implication patrimoniale et sans qu'il y ait d'implication dans la gouvernance, bien sûr. Donc, cette PPVE, elle est construite sur une période de 3 ans et elle concerne tous les salariés. Je vous ai dit, hein, là, on n'a plus de notion de taille. La condition, c'est qu'il faut qu'ils aient au moins 1 an d'ancienneté pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Si l'entreprise n'est pas cotée, eh bien, la valorisation peut se faire, par exemple, par un multiple de l'EBE, par un multiple de chiffre d'affaires. Voilà, c'est l'accord collectif qui va définir la formule de PPVE retenue dans l'entreprise. Donc, comment ça marche?
voilà, comment ça marche. Il y a un montant de référence qui est attribué au début de la période à chaque salarié. Et je vous ai dit que c'était construit sur une période de 3 ans. À l'issue des 3 ans, le montant est réévalué en fonction de la croissance et de la valorisation de l'entreprise. Donc, s'il y a un écart entre le montant initial et le montant auquel on arrive à l'issue des 3 ans, eh bien, il est versé quelque chose aux salariés qui sont évidemment encore présents, enfin évidemment, non, pas évidemment, mais en tout cas qui sont encore présents au terme des 3 ans. Ceux qui sont sur le départ, ceux qui sont partis n'auront rien. Mais voilà, donc c'est effectivement là, on est sur un plan qui se construit sur le plus long terme que ce qu'on a vu sur les dispositifs précédents. Si l'écart est négatif, évidemment, on ne reverse rien. Mais si l'écart est positif, donc la prime qui sera versée est plafonnée à 75% du PAS et peut être affectée à un plan d'épargne salariale. Voilà. Donc, pas de forfait social, mais une contribution de 20% à la CNAV. Oh, il manque un petit E à allouer. Et les avantages sociaux et fiscaux sont les mêmes que sur la participation et sur l'intéressement. Voilà, donc vous voyez, ces 4 nouveaux dispositifs sont différents. Certains s'adressent aux petites entreprises, d'autres aux plus grosses, d'autres sur une période plus longue. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que, vous l'avez compris, tous les salariés qui sont dans des entreprises de plus de 11 bénéficient de quelque chose. Donc, c'est vraiment très, très… Enfin, on le disait avec Gérard, hein, on a utilisé plein de mots, révolution, voilà, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment d'associer au maximum l'ensemble des salariés au partage de la valeur de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Je vais passer la parole à Gérard sur les dispositifs qui existaient déjà avant et qui ont été aménagés par cette loi. Merci beaucoup, Élodie. Alors, dans cette deuxième partie de notre petit webinaire de ce matin, nous allons examiner les dispositifs anciens qui font l'objet d'aménagements ou de retouches ou de création de mécanismes comme la prime de partage de la valeur. Alors, dans les dispositifs anciens, on va tout d'abord évoquer, et Élodie vient d'en parler, la participation des salariés. Alors, cette participation des salariés, elle est ancienne dans les dispositifs sociaux français. On a coutume de dire que ce mécanisme est un des joyaux du système social français. Cette participation, elle a été instituée obligatoirement dans une période que l'on appelait les 30 glorieuses, hein, puisqu'on était en 1967 sous le pouvoir du général de Gaulle et de ses gouvernements. Mais il faut toujours comprendre l'esprit des lois. En fait, cette loi, elle vient en partie, hein, mais pas seulement, des thèses du catholicisme social, qui imprégnaient la philosophie politique du général de Gaulle. Hein. L'encyclique papale Rerum Novarum de 1891 traitait déjà de cette question. À qui appartiennent les profits des entreprises? Appartiennent-ils aux seuls propriétaires des entreprises ou doivent-ils être partagés avec les salariés de l'entreprise? Et donc, cette philosophie, hein, qui était, à l'origine peut-être, de la conflictualité sociale du 19e siècle, hein, qui a donné au début du 20e siècle naissance aux syndicats et à tout ce que nous avons connu dans notre pays tout au long du 20e siècle. Donc cette formule obligatoire résulte justement d'une véritable philosophie sociale et économique dont on vient de trouver les origines, hein, mais le mécanisme lui-même de la formule est extrêmement intéressant. Bon, vous la connaissez, hein, c'est la même, hein, depuis l'origine.
la formule légale obligatoire qui figure effectivement dans le Code du travail. On va prendre le bénéfice fiscal de l'entreprise. Le bénéfice fiscal, bon, nous sommes tous ici présents experts comptables et on connaît la rigueur du droit fiscal français. Donc le législateur a estimé en 1967, et on peut dire aussi qu'aujourd'hui c'est encore un peu pareil, le bénéfice fiscal, il est peut-être plus encadré, plus rigoureux que le bénéfice comptable. Donc on a pris le bénéfice fiscal et on va retirer de ce bénéfice fiscal 5% des capitaux propres. C'est-à-dire qu'à une époque où on n'avait pas une financiarisation de l'économie qui entraîne parfois des taux de rentabilité exigés par les marchés qui sont irréalistes par rapport à l'économie réelle, hein, voilà. On s'est dit, à l'époque, il faut que ceux qui engagent de l'argent dans l'entreprise, hein, reçoivent une rémunération, ils prennent un risque, ils investissent, une rémunération minimale des capitaux engagés qui soit effectivement de 5%. Donc, si ce bénéfice fiscal est supérieur à la rémunération que l'on estimait juste des actionnaires à l'époque, 5% des capitaux propres, on va dégager une parenthèse positive, B moins 5% des capitaux propres, que l'on va factoriser en fonction de ce que représentent les salaires par rapport à la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, alors, il y a un calcul comptable. Là, on est sur un calcul additif de la valeur ajoutée qui est défini effectivement par le Code du travail. Donc, ce dispositif de participation, voilà, est essentiel et concerne aujourd'hui des millions de salariés dans notre pays. Et ce qu'on peut noter, c'est que cette loi intéressante, hein, puisque dans les entreprises de plus de 50, le CSE reçoit les comptes de l'entreprise, le CSE examine ses comptes, peut, s'il le souhaite, nommer un expert comptable pour analyser ses comptes et donc va donc être informé du bénéfice de l'entreprise et de la participation qui en résulte. Et on verra que la loi, elle a même prévu une possibilité d'une mission particulière du CSE pour contrôler ce calcul de la participation. Alors, cette participation, il y a une formule de base, 1/2 de B moins 5C sur 100 facteur de S sur VA. Alors, si tu peux revenir peut-être à la diapo 16, voilà. Il est possible d'obtenir une formule dérogatoire. Hein. Certaines entreprises remplacent le demi par 75%, 3/4. On peut changer les paramètres de la formule dans un accord de participation, alors, qui peut être effectivement soit approuvé aujourd'hui au sein du CSE, soit signé par les délégués syndicaux. Il faut que le minimum de participation soit au moins égal à la formule légale. Mais la formule dérogatoire trouve à s'appliquer dans nombre d'entreprises. Alors, cette formule dérogatoire, on le verra, elle existe aussi dans des entreprises où, du fait des mécanismes comptables et fiscaux internationaux, le bénéfice fiscal ne reflète pas réellement la rentabilité économique de l'entreprise. Alors, il est possible, et Élodie en a parlé justement, et la loi nouvelle le rappelle, de prendre cette formule légale et de la mettre en place dans les entreprises de moins de 50 salariés. Mais là, pour celle-là, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Pour les plus de 50, c'est obligatoire. Pour les autres, c'est une possibilité. Élodie l'a très bien expliqué. Pour qu'il y ait un mécanisme de partage de la valeur pour les salariés dans les entreprises de moins de 50, il faudra que le bénéfice fiscal soit au moins égal à 1% du chiffre d'affaires sur une période de 3 ans. Et dans ce cas-là, effectivement, l'entreprise devra mettre en place une des formules évoquées précédemment sur le partage de la valeur.
Alors, cette participation, reste à la diapo 16, et je dis, voilà, elle va être bloquée durant 5 ans. Il faut noter que même s'il n'y a pas d'accord de participation, et j'ai vu des cas d'entreprise de ce type, la formule s'applique quand même. Mais l'inconvénient, quand il n'y a pas d'accord, c'est que la participation est bloquée 8 ans. Ah, donc, ce qu'on conseille généralement aux entreprises et au CSE, hein, parce qu'on peut être parfois conseil du chef d'entreprise et parfois conseil du CSE, c'est de mettre en place à minima un accord de participation qui, si l'entreprise le souhaite, reprend à minima la formule légale. Dans ce cas-là, elle ne sera bloquée que durant 5 ans. Et il y a des cas de déblocage prévus par la loi, hein, qui sont effectivement liés à des événements familiaux, naissance du troisième enfant, achat de la résidence principale, etc., qui permettent de débloquer cette participation qui, bloquée effectivement durant 5 ans, va être exonérée d'impôt sur le revenu. Alors, l'accord d'entreprise peut effectivement décider des modalités de répartition de la participation. Voilà, on peut avoir une répartition au prorata des rémunérations des salariés. Notons que la loi Pacte de 2019 a modifié les règles d'écrêtement. Les règles d'écrêtement avant la loi Pacte étaient de 4 PSS et ils ont été ramenés à 3 plafonds de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, les rémunérations supérieures à environ 120 000 euros, donc si effectivement un cadre dirigeant a un salaire de 200 000 euros, on va écrêter son salaire et le ramener à 120 000 euros pour la répartition de la participation quand celle-ci est répartie proportionnellement aux rémunérations. Parfois, dans les entreprises, dans le dialogue social, il est prévu une répartition pour partie en fonction des rémunérations et pour partie en fonction des effectifs, une capitation. Bon. Et parfois, dans d'autres entreprises, il est prévu une répartition totale par tête. On va diviser le montant de la participation par le nombre de personnes, alors ramener au prorata de la présence, bien sûr, puisque c'est quand même la présence des salariés qui contribue à développer l'activité et à créer effectivement une valeur ajoutée qui va être répartie en fonction des salaires. Donc cette participation, elle va être affectée quand l'accord le prévoit, à un plan d'épargne salariale. Plusieurs mécanismes sont possibles. La participation, généralement, elle est placée dans des plans d'épargne gérés par des établissements financiers, mais elle peut aussi rester dans l'entreprise au passif du bilan et rémunérée aussi avec un taux d'intérêt prévu par l'accord de participation. Il est possible d'appliquer un accord de branche agréé également pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors là, je n'ai pas à l'esprit de branche dans lesquelles il y aura une participation obligatoire. Alors, cette participation, son avantage, c'est qu'elle est exonérée de charges sociales. Elle va être assujettie à la CSG-CRDS. Alors, il y a eu un changement important, puisque le forfait social qu'on a connu à 8, à 12 avait été porté au début des années 2010 à 20%. Et aujourd'hui, effectivement, ce forfait de 20% ne s'applique que pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, la participation versée aux salariés fait l'objet de plafonds en fonction du bénéfice comptable, du bénéfice fiscal, etc. Là, on est sur un webinaire qui veut présenter les idées centrales de ces mécanismes. Alors, voilà, mais en fait, tout ça constitue des dispositifs assez techniques et assez complexes. Et la part qui est attribuée aux salariés ne peut excéder 3 fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui fait quand même des sommes potentiellement conséquentes. Voilà. Alors, sur cette participation, le Code du travail prévoit la possibilité pour le CSE de nommer un expert comptable qui va contrôler
vérifier le rapport que l'employeur doit présenter sur cette participation. Alors, là, on va parler effectivement de mission légale de l'expert comptable. C'est une des missions légales, hein. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables, la commission CSE, a publié un guide, hein, sur les missions de l'expert comptable auprès du CSE. Hein. Je mets à l'écran, voilà, ce guide, hein, vous le voyez. Bon, cette mission est présentée comme une mission spécifique, voilà, de l'expert comptable du CSE. Alors, l'expert comptable du CSE, bon, il est issu des textes fondateurs du CSE. À l'époque, après la guerre, la gouvernance souhaitée par les dirigeants politiques, le changement de gouvernance, c'était d'avoir 2 commissaires aux comptes dans les entreprises, un commissaire aux comptes qui intervient pour le compte des actionnaires et un autre commissaire aux comptes qui intervient pour le compte du comité d'entreprise devenu le CSE. Ce deuxième commissaire aux comptes est devenu l'expert comptable du CSE, mais c'est pour ça qu'il agit dans le cadre de missions légales, et comme le commissaire aux comptes, il est rémunéré par l'entreprise. Alors, en plus de 70 ans d'histoire des CSE, des CE devenus CSE, il y a eu de nombreuses modifications. La loi Rebsamen de 2015 a modifié, hein, il y avait 17 informations consultations. Bon, les employeurs trouvaient que c'était compliqué. Bon, il y a toujours eu une volonté, bon, de simplification. Et la loi Rebsamen, elle a regroupé les informations consultations qui obligeaient l'employeur à consulter le CSE en 3 grandes informations consultations, une sur la situation économique et financière, une sur la politique sociale et une sur les orientations stratégiques. Mais il est prévu, alors ce n'est pas une information consultation, c'est une information au CSE, d'informer le CSE sur justement le calcul de la participation et sa répartition. Et à cette occasion, le CSE peut, comme il le peut dans les 3 informations consultation que je viens de citer, le CSE peut nommer un expert comptable, hein, qui va avoir une mission spécifique de contrôle de la participation. Alors, il y a eu un petit loupé dans les ordonnances Macron de 2017 et dans la loi de ratification du 29 mai 2018. Il y a un article dans le Code du travail, le D3314, hein, qui renvoyait à un article qui concernait les anciens CE, finalement. Il y a eu un renvoi d'article. Donc, il y a eu un doute durant une période sur effectivement la rémunération de cet expert comptable par l'entreprise. Mais la Cour de cassation a levé le doute en 2023 et a bien dit que cette mission particulière que le CSE peut confier à un expert comptable pour vérifier la participation est rémunérée à 100% par l'employeur, comme il l'est dans le cadre de l'information consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale. Alors, vous savez qu'il y a des rémunérations de missions qui sont à 80-20 pour le droit d'alerte, pour d'autres missions, etc. Là, on est sur une mission qui est spécifiquement rémunérée à 100% par l'employeur. Quel est le rôle de l'expert comptable? Il doit étudier et analyser la réserve de participation, prendre connaissance de l'accord, vérifier les paramètres de calcul. Alors, voilà, de ma modeste expérience, j'ai noté qu'il y avait souvent des erreurs techniques. Voilà, des erreurs techniques, parce que le C, ce n'est pas le C qui est en lecture directe dans l'alias fiscal. Il faut réintégrer les provisions qui ont supporté l'impôt. On oublie parfois de réintégrer dans la valeur ajoutée la C3S. Voilà, donc il y a plein d'éléments dans la complexité de la formule qui font qu'effectivement, bon, il y a des erreurs techniques. Bon, voilà, hein, donc Alors, le rôle de l'expert comptable du CIE dans cette mission particulière, hein, voilà, bon, qui ne va pas être une mission, je dirais, énorme en nombre de jours. Hein, ça peut être 1 ou 2 ou 3 journées, mais un maximum, ça dépend de la complexité, bien sûr.
va être de vérifier les paramètres de calcul, bon, et de vérifier la répartition de cette participation. Ah, donc, est-ce que mon B est bon? Est-ce que mon C est bon? Est-ce que mon S est bon? Et ma VA est bonne? Voilà. Il faut prendre en compte aussi le résultat fiscal, les reports de déficits fiscaux, etc., bien sûr. Et ensuite, en fonction des règles de l'accord, on va vérifier que chacun a bien eu sa bonne part. Est-ce que les mesures, par exemple, relatives à l'écrêtement ont été correctement appliquées? Est-ce que les salariés qui ont été absents en accident du travail ou en congé maternité ont été réintégrés dans le calcul de la participation? Vous voyez, il faut descendre dans les journaux de paye, dans les livres de paye, faire des calculs, vérifier sur Excel, etc., qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la répartition. Et bon, il peut y en avoir, et le rôle de l'expert comptable, c'est effectivement d'amener à une correction des éventuelles erreurs. Alors, au-delà de ce rôle technique, parce que dans les missions de l'expert comptable du CSE, dans les autres missions sur la situation économique et financière ou la politique sociale, l'expert comptable développe des analyses qui aboutissent à un diagnostic économique et financier de l'entreprise, qui éclaire les élus dans le dialogue social, sur la politique sociale, etc. Alors que là, on est sur une mission vraiment de vérification comptable. Voilà. Et là aussi, de ma modeste expérience, il m'est arrivé de constater que l'employeur avait fait une erreur. Alors, ça peut être une erreur où les salariés n'ont pas eu la bonne somme, mais ça peut être aussi une erreur dans l'autre sens. Et là aussi, il faut le dire. Donc, voilà, parce qu'il peut y avoir des conséquences, je dirais, fiscales et sociales. S'il y a une erreur et que l'entreprise a donné X centaines de kilos euros ou millions d'euros de plus, voilà, j'ai eu deux cas de ce type où il a fallu le dire dans le rapport et trouver une solution avec l'entreprise pour effectivement corriger cette erreur ou ne pas la corriger et trouver un accord avec les élus. Alors, dans cette Honnêtement, moi, mon mission, expérience, Gérard, j'ai plus trouvé des erreurs dans l'autre sens que dans ce sens-là. oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais Mais tu as raison, l'éducation, ça peut, il faut le dire aussi que ça peut exister dans l'autre côté, enfin, dans l'autre sens. voilà, ça peut exister, mais on trouve effectivement souvent des erreurs dans l'autre sens. Alors, pas forcément des erreurs volontaires, des erreurs de calcul technique, parce que c'est assez pointu, assez précis, effectivement. Voilà. Et là, récemment, je viens de faire une mission dans une filiale d'un grand groupe français du CAC 40. Dans cette filiale, il y avait des erreurs dans le calcul de la participation. Et ils ont un service commun de comptabilité pour toutes leurs filiales, un service partagé. Ils ont déjà des centaines de filiales. Ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, mais vous nous avez aidés à faire en sorte que les petites erreurs techniques que l'on faisait, on puisse ne plus les faire par rapport à toutes les sociétés que l'on a à gérer dans notre service partagé au bénéfice des filiales. Alors, au-delà de ce rôle technique, l'expert comptable du CSE va aussi avoir un rôle de conseil. Contrôleur, on vient d'en parler, mais également conseil. Alors là, on rentre dans la problématique, effectivement, des sociétés internationales qui ont pu mettre en place, avec leurs conseils fiscaux, cabinet d'avocats, cabinet de conseil et d'audit, etc., des mécanismes particuliers qui aboutissent à une minoration de l'assiette taxable en France. Alors, c'est un grand sujet que Élodie connaît bien, que les experts comptables qui s'intéressent au dialogue social et au CSE connaissent, puisqu'on va avoir par des contrats de commissionnaires, des prix de transfert, des management fees, une minoration du résultat taxé en France. Voilà. Alors, comme le biais fiscal est l'assiette de la participation, si ces mécanismes d'évasion fiscale alors optimisation, évasion, on va en parler un peu plus loin, aboutissent à minorer le résultat fiscal, là, il y a un grand rôle de conseil que doit jouer l'expert comptable. En disant, mais
quel est le véritable résultat économique de votre entreprise en France? Alors, c'est extrêmement complexe, hein, parce que bien sûr, l'expert comptable du CSE nommé dans la filiale française d'un groupe international, bon, il n'a pas de droit d'accès au compte de la maison mère, hein, qui va être souvent, alors soit aux États-Unis, au Delaware, hein, qui est un petit État au nord de Washington, dans lequel de nombreuses multinationales vont loger leur siège social, parce que cet État est connu pour sa clémence fiscale pour les groupes internationaux, ou en Irlande, etc. Voilà. Alors, tout ça va amener l'expert comptable. Alors, c'est pour ça que dans ces cas-là, on ne peut pas faire une mission de contrôle de la participation isolée d'une mission sur la situation économique et financière. C'est-à-dire que dans une mission sur la situation économique et financière, bon, on va analyser les comptes sociaux de la filiale française, mais l'idée, c'est qu'il va falloir que l'expert comptable fasse tout un travail pour faire émerger le véritable résultat économique de l'entreprise. Voilà. Alors, ça ne sera qu'une approche, hein, voilà, mais j'ai à l'esprit un certain nombre de dossiers où on a fait des approches, hein, qui multipliaient par 20, par 30 ou parfois par 50 le résultat fiscal affiché en France par rapport à ce qu'il aurait pu être dans une juste répartition de la profitabilité mondiale du groupe. Et les directions d'entreprise m'ont pas dit, lorsque j'ai présenté ces rapports en plénière devant le directeur général ou le directeur financier, Monsieur Lejeune, vous vous trompez, c'est n'importe quoi, etc. Ça n'a pas été contesté. On a dit que c'est une approche de la réalité du résultat économique. Alors, alors, on affiche un résultat de 3 millions en France, alors qu'il devrait être de 100 millions. Donc, notre participation, qui est assise sur ce résultat, elle est complètement erronée. Et c'est là, effectivement, en regard de tous ces mécanismes qui viennent fausser ce résultat fiscal, qu'il va falloir conseiller les élus pour aboutir à un dialogue social qui va prendre en compte un autre mécanisme, une autre formule de participation. Alors, ces management fees, ces flux intragroupes, ces prix de transfert, ces contrats de commissionnaire, bon, déforment le résultat fiscal. Et notons, et là, en 2024, bon, on travaillera en 2025 sur les comptes de 2024, hein, mais en 2024, il y a une grande mutation. Il y a eu un accord international au niveau de l'OCDE pour qu'émerge dans les pays de l'OCDE, c'est-à-dire la plupart des grands pays développés, une fiscalité minimale de 15%. Voilà. Hein, il y a eu, c'est M. de Saint-Amand qui était l'expert fiscal de l'OCDE qui a réussi à aboutir à cet accord. Ça a fait l'objet de tractations avec les États-Unis, l'Europe, la Hongrie bloquait, la Hongrie a débloqué. Enfin bref, tout ça devrait s'appliquer en 2024 parce qu'on arrive à des situations tout à fait incroyables. Hein, là, je cite l'exemple dans la diapo numéro 20 qui a défrayé la chronique, hein, il y a 2 ou 3 ans. McDonald's, bon, a été contrainte de verser au fisc un redressement de 1,25 milliard d'euros pour fraude fiscale. Hein. Cette évasion fiscale a été dénoncée par les syndicats, alors à la fois européens et américains. Voilà, aux États-Unis, ils n'ont pas de formule obligatoire de participation. Hein. Moi, je ne suis pas très bon en anglais, mais j'ai essayé parfois d'expliquer à des patrons américains que le bénéfice devait être partagé. Voilà. Alors, c'est très, très compliqué à leur faire comprendre intellectuellement que le bénéfice doit être partagé entre les salariés et les actionnaires. Voilà. Et ces grands groupes internationaux, bon, ont mis en place des mécanismes, hein, qui ont fait l'objet là d'une plainte de blanchiment pour fraude fiscale en bande organisée. Et cette plainte a été initiée par le comité d'entreprise de McDonald's, hein, c'était en 2016, voilà, ça fait 6 ans, 7 ans, hein, voilà. Il y a une avocate, Madame Eva Joly, hein, voilà, qui a porté plainte, qui a contribué à ce qu'il y ait ce redressement fiscal. Alors, ce redressement fiscal, quand il existe dans les grands groupes, est effectivement
va-t-il amener à une correction de la participation? Alors, c'est là où, et on peut aller à la diapo 21, voilà, où il y a eu un grand débat qui a été tranché par le Conseil constitutionnel, hein, il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, le jour même d'ailleurs où il s'est prononcé sur la loi immigration, hein. Le CSE, hein, de la société Procter et Gamble, hein, qui est une société multinationale américaine, avait engagé une procédure, une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été admise par la Cour de cassation contre un article du Code du travail, hein, le L 3326-1. Parce que cet article, effectivement, nous dit que dès lors, alors dans les accords de participation, il est prévu que le B ou le C doivent être attestés par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des finances publiques. Et effectivement, cet article du Code du travail nous dit que, il est contesté, bien sûr, hein, et il était là devant le gardien de la Constitution. Est-ce que c'est constitutionnel de considérer, alors qu'on sait qu'il y a une erreur, dès lors qu'il y a une attestation du B et du C par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable, on ne peut pas le remettre en cause. Voilà. Alors, il y a eu quelques articles, hein. Laurent Fabius, qui préside le Conseil constitutionnel, a dit aux syndicats, à leurs avocats, etc., mais dans ces cas-là, il faut que vous alliez voir l'administration fiscale. En finale, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article n'était pas contraire à la Constitution, hein. Il n'y a pas d'impératif pour le législateur à modifier cet article du Code du travail. Néanmoins, le fait que la règle actuelle soit jugée constitutionnelle n'empêche pas le juge de l'impôt d'intervenir pour le modifier. Alors ça, c'est un point très important, c'est que s'il y a une correction du résultat fiscal par l'administration fiscale, et là encore dans les deux sens, hein, la participation devra être corrigée. La participation devra être corrigée. Alors, voilà, c'était un long développement sur la participation parce que c'est un sujet important, hein, voilà. Quand ça a été conçu, en 1967, il n'y avait pas l'internationalisation de l'économie que nous connaissons aujourd'hui, hein, voilà. Bon, effectivement, dans une PME isolée en France qui n'a pas d'activité internationale, bon, bah, la formule de participation, bon, elle trouve à s'appliquer et il n'y a pas de possibilité d'optimisation fiscale internationale. Bon, parfois, il y avait là aussi une problématique, mais qui a disparu avec la disparition de l'ISF remplacé par l'IFI. Bon, certaines entreprises gardaient beaucoup d'argent en capitaux propres, hein, voilà, pour ne pas que cet argent gardé dans les capitaux propres de l'entreprise vienne augmenter les fonds financiers du chef d'entreprise ou des actionnaires assujettissables à l'ISF. Bon, aujourd'hui, l'ISF n'existe plus, il a été remplacé par l'IFI, on n'a plus cette formule, et je me souviens de dossiers où on avait évoqué cette question, bon, et le chef d'entreprise avait admis une correction du C, en disant, bah oui, je garde 50 millions d'euros en capital, bon, ok, c'est un choix, bon, mais par rapport à ce qu'est un besoin en fonds de roulement normatif, quel serait le capital nécessaire? Voilà. Et on avait obtenu effectivement une formule dérogatoire. Vous voyez qu'autour de la participation, hein, on est sur un sujet effectivement qui est vaste et passionnant. Alors, la loi nouvelle du 30 novembre mise en application le 1er décembre, comme nous l'a dit Élodie, vient également retoucher les autres dispositifs qui existent. L'intéressement. Alors l'intéressement, lui, il est né avant la participation obligatoire, en 1959. Voilà. Là aussi, hein, c'était les débats de l'époque, le partage des fruits de l'expansion. Hein, voilà. Il y avait même un journal économique à l'époque qui s'appelait L'Expansion, les fruits de la croissance, etc. Alors l'accord d'intéressement, bon, est lui aussi un moyen de partager la valeur créée dans l'entreprise. La formule est totalement
libre, hein. Les critères peuvent être effectivement la profitabilité. On peut avoir des indicateurs de croissance, mais aussi de qualité de service. Hein, j'ai à l'esprit un accord d'intéressement dans une importante clinique où les, les soignants sont encouragés à faire remplir aux patients des questionnaires sur la qualité du service, la prise en charge des soins, l'accueil, le fonctionnement de l'entité et la collecte de ces questionnaires sur la qualité du service est prise en compte comme un des facteurs de l'intéressement. On peut prendre en compte aussi des facteurs liés aux critères de durabilité, hein. Voilà, dans certains établissements, j'ai vu prendre en compte la réduction des déchets, même parfois le développement de mobilité douce qui vont impacter le bilan carbone de l'entreprise. Donc là, il y a tout un travail de réflexion à avoir, extrêmement intéressant, pour trouver une formule, effectivement, d'intéressement qui soit, je dirais, perceptible par les salariés. L'important, c'est qu'il faut que les salariés. J'ai vu malheureusement parfois des entreprises avec des formules d'intéressement extrêmement complexes. Voilà. Alors, si il faut être ingénieur ou expert comptable pour décoder la formule, les salariés n'y comprendront rien. Il faut qu'ils voient le lien entre leur travail, l'implication dans leur travail, la qualité de leur travail, le développement de l'activité de l'entreprise et cette formule d'intéressement. Alors, le régime de faveur sociale et fiscale de l'intéressement est aujourd'hui identique à celui de la participation, hein. Le forfait social ne concerne que les entreprises de 20% de plus de 250 salariés. Alors, bien sûr, l'URSSAF veille, puisque bon, certaines entreprises pourraient être tentées de ne pas augmenter les rémunérations ou de substituer, pire encore, à des éléments de rémunération un mécanisme d'intéressement, puisque sur l'intéressement, effectivement, il n'y aura pas de charge sociale ou un forfait social pour les entreprises importantes. Et là, effectivement, il y a des risques de redressement. Donc, l'un ou l'autre des systèmes ne doivent pas être substitutifs aux mécanismes qui existent. Alors, sur l'intéressement, la diapo 23, Élodie, voilà. Quelles sont les nouveautés issues de la loi? Donc là, on peut intégrer maintenant des critères RSE, hein, bon, qu'il faudra déterminer, hein, bon, voilà. Notre profession travaille aujourd'hui sur la certification des données extra-financières, hein, voilà. Et ces critères RSE, il faut les définir. Et il faut noter aussi que la loi d'août 2021 a rendu compétent le CSE pour discuter, et cela existe dans les 3 informations consultations, et ça fait partie aussi du périmètre de réflexion et de conseil de l'expert comptable, le CSE est compétent sur les questions environnementales. C'est-à-dire qu'en fait, ces questions environnementales, qui étaient un sujet de société, un sujet de débat politique, la nécessité et l'urgence climatique fait qu'aujourd'hui, le dialogue social ne peut pas ne pas s'emparer, hein, des questions d'environnement. Oui, Élodie, tu voulais rajouter quelque chose sur ce thème de l'environnement? Voilà. Alors, sur l'intéressement, il peut y avoir des avances, hein, qui peuvent être versées aux salariés si cela est prévu par l'accord, hein, donc ça c'est une nouveauté. Cette option d'avance, elle préexistait, mais n'était pas légalement encadrée, ce qui est le cas maintenant. Et on peut instituer des salaires planchers et plafonds. C'est toujours le problème de la répartition. C'est compliqué la répartition, hein. Là, dans une entreprise, on m'avait demandé, mais on n'a pas réussi à trouver la formule de faire une répartition de la participation inversement proportionnelle au salaire. C'est-à-dire que, voilà, mais j'ai appris un peu mes cours de maths, bon, mais c'était pas facile de trouver la bonne formule pour faire en sorte que l'idée des élus, c'était de dire, voilà, plus les salaires sont petits, plus les salariés devraient avoir une grosse prime d'intéressement ou de participation. Alors, dans les nouveautés,
Bon, la condition d'ancienneté est de maximum 3 mois pour les salariés. Pour les intérimaires, cette condition d'ancienneté minimale est assimilée à 60 jours calendaires. Dans ces accords de branche, la loi prévoit la possibilité de déroger à cette ancienneté, bon, voilà, minimale, en l'instituant jusqu'à 90 jours minimum. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités. Et il pourrait y avoir des accords de branche professionnels pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ah, ça rejoint ce qu'Élodie a présenté précédemment, auquel l'employeur pourra adhérer de façon unilatérale. Ça peut avoir un sens quand même, parce que les entreprises, bon, elles exercent leurs activités dans un champ économique et concurrentiel qui doit être celui d'une saine concurrence. Hein, voilà. Elles ont des contraintes bon, de coûts, de charges, d'énergie et de salaires qui sont comparables. Hein, voilà. Donc il pourrait y avoir effectivement, bon, là aussi, un accord de branche qui vienne améliorer le dispositif de l'intéressement ou le créer pour les entreprises qui appartiennent à la même branche. Voilà. Alors, sur cet intéressement, l'expert comptable a un rôle à jouer pour informer les membres du CSE des règles nouvelles, conseiller sur les critères de choix, réfléchir avec les élus, effectuer des simulations et contrôler le calcul de l'intéressement. Bon, ce n'est pas une mission légale, mais souvent on peut l'intégrer à la mission sur la situation économique et financière. Alors, dispositif ancien, réformé ou amélioré, on vient de parler de la participation, de l'intéressement, la prime de partage de la valeur. Alors, la prime PEPA, dite prime Macron, qui a été instituée comme prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2019 et 2020, voilà, elle est maintenant dénommée prime de partage de la valeur et elle est pérennisée par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur avec consultation préalable du CSE. Alors, c'est une évolution importante. Bon, cette prime de partage de la valeur, elle a voulu aussi, bon, quand cela a été possible, en fonction des marges économiques des entreprises, corriger les problématiques de pouvoir d'achat liées effectivement à l'inflation que nous connaissons depuis un peu plus de 2 ans. Alors, l'accord ou la décision unilatérale doit prévoir notamment le montant de la prime, les salariés bénéficiaires et les modalités de modulation de cette prime. Voilà, elle peut être modulée, effectivement, ce n'est pas la même somme pour tous, hein, en fonction des niveaux de classification, des grilles de classification, des rémunérations, de l'ancienneté et de la durée de présence. Alors, cette prime de partage de la valeur, donc cette PPV, hein, voilà, elle rentre dans la loi de manière pérenne. Elle peut être attribuée 2 fois dans l'année. Voilà, son montant, effectivement, ne doit pas dépasser certains plafonds. Alors, 3 000 € par an et par salarié, ou 6 000 €, et ça peut être des sommes quand même qui deviennent très conséquentes, si un dispositif de participation ou d'intéressement existe ou est signé dans l'année. Vous voyez que là aussi, le législateur, il veut encourager les chefs d'entreprise à mettre en place des dispositifs de participation et d'intéressement. Ces dispositifs ne peuvent qu'améliorer le dialogue social. Et le régime fiscal de cette prime, effectivement, bon, prévoit d'exonérer de CSG, CRDS et d'impôts sur le revenu et de taxes sur les salaires pour les bénéficiaires dont la rémunération n'excède pas 3 fois le SMIC. Alors, ce dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, mais uniquement pour les employeurs de moins de 50 salariés, hein, ce qui rejoint l'exposé qu'a fait Élodie précédemment. Louis, dans l'exposé d'Élodie aussi, il y a aussi des dispositifs dans la loi, mais on ne peut pas tout traiter de tout, qui sont prévus également pour les entités qui n'ont pas de bénéfice fiscal. Parce que dans le monde économique,
hein. Nous avons les entreprises fiscalisées, mais nous avons aussi le monde de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont les associations, hein, qui emploient plus d'1,5 million salariés. Alors, ces associations n'ont pas de baie fiscale, hein, puisqu'elles ne sont pas fiscalisées dans la généralité des cas, mais la loi aussi a prévu des mécanismes possibles qui les concernent. C'est tout à fait intéressant, puisque les salariés de ces associations ou fondations employeurs ne peuvent pas, bien sûr, avoir de participation légale, mais la loi vient, ne les oublie pas et vient traiter de leur cas. Alors là, le tableau qui est à l'écran résume le mécanisme de la prime de partage de la valeur. Donc, on a les versements qui étaient possibles jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà, donc jusque 3 fois le SMIC pour les rémunérations inférieures à 3 fois le SMIC. Vous voyez, donc il n'y avait ni cotisation sociale, ni CSG, ni forfait social. Bon. Alors, celles qui étaient supérieures à 3 fois le SMIC étaient assujetties CSG, CRDS et à forfait social si l'effectif dépassait 250 salariés, comme on l'a vu effectivement pour la participation ou l'intéressement. Et ce qui va nous intéresser, c'est le cadre du milieu, le dispositif qui va fonctionner en 24, 25 et 26, ouvert pour 3 ans, donc voilà, où vous avez effectivement le statut de cette PPV, exonéré de cotisation sociale, exonéré de CSG, CRDS et de forfait social, pour les rémunérations inférieures à 3 fois le SMIC. Et pour celles qui sont supérieures à 3 fois le SMIC, il y aura effectivement CSG, CRDS, mais il n'y aura pas de forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et pour les entreprises de 50 salariés et plus, il y aura effectivement CSG, CRDS et forfait social uniquement si l'effectif dépasse 250 salariés. Et à partir de 2027, quelle que soit la taille de l'entreprise, on aura ce même mécanisme. Voilà, donc cette prime de partage de la valeur, effectivement, permet aussi d'affecter ces fonds dans des dispositifs d'épargne salariale. La possibilité d'affecter cette PPV, alors soit un plan d'épargne, soit un plan d'épargne salariale, soit un plan d'épargne retraite, avec leur complexité, hein, les PERCO, les PERI, les PEREC, les PERO, les PER regroupés. Voilà. Donc là, ça nécessite une expertise, hein, que l'on rencontre souvent dans les grands établissements financiers. Voilà. L'affectation de cette prime a 2 effets, effectivement. La possibilité de bénéficier de l'exonération de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu pour les salariés, y compris pour ceux qui appartiennent à des entreprises de plus de 50. Hein, donc ça, c'est intéressant, dans la limite des plafonds évoqués. Et l'application du forfait social, effectivement, pour les entreprises de plus de 250 salariés. Alors, à côté de participation, intéressement, PPV, la loi vient retoucher quelques dispositifs et on terminera sur ces points relatifs à l'actionnariat salarié. Alors, l'actionnariat salarié, hein, est utilisé, souvent dans de très grandes entreprises, hein, et c'est même aussi pour ces grandes entreprises et pour les grands dirigeants de ces grandes entreprises une arme et un outil contre les OPA hostiles, etc. Hein, voilà. On connaît des grands groupes où les salariés peuvent détenir 10-15% du capital, c'est extrêmement important. Les grands groupes américains, hein, quand on travaille sur les filiales françaises de sociétés internationales, ont mis en place, également au bénéfice des salariés français, des ESPP, hein, des plans d'achat d'actions ouverts à tous. Hein, voilà. Alors, ils ont à la fois des ESPP, c'est ce que je rencontre dans la pratique, ouverts à tous. Ils ont à la fois des systèmes, discrétionnaires, hein, qu'ils appellent les RSU, Retrieve Stock Unit. Voilà. Alors là, c'est la possibilité, de récompenser certains dirigeants ou certains cadres avec des affectations d'actions gratuites. Alors, dans le droit français, il existe effectivement un certain nombre de formules d'actionnariat salarié. Alors, on peut faire des augmentations de capital
réservés aux salariés à des prix préférentiels. On peut céder des titres réservés aux salariés à tarifs préférentiels. On peut attribuer des actions gratuites aux salariés ou des actions de performance. On peut attribuer aussi des options de souscription ou d'achat d'actions. Il y a de nombreux dispositifs qui existent pour les employeurs qui veulent ouvrir le capital de leur entreprise à leurs salariés. Voilà. Et puis, alors, on a aussi pour l'actionnariat salarié, la possibilité pour les salariés actionnaires de détenir leurs actions directement ou indirectement. Alors, soit par la voie, pour les détentions indirectes, de fonds communs de placement, ou parfois d'associations de salariés actionnaires, voilà, ou parfois de formules juridiques originales qui existent encore, qui avaient été créées au début du XXe siècle, en 1917. J'en ai rencontré aussi les SAPO. Les SAPO, Sociétés anonymes à participation ouvrière. Il y a des SAPO qui existent encore et qui permettaient de détenir dans une structure dite coopérative de main-d'œuvre des actions de travail à côté des actions de capital. C'est un dispositif original qui existe toujours. Voilà, et enfin, notre dernière diapo, effectivement, sur l'épargne salariale. Voilà. Donc, la loi nouvelle vient traiter aussi de ces dispositifs pour que les sommes distribuées aux salariés puissent être placées dans ces dispositifs d'épargne salariale. Les sommes temporairement bloquées au moins 5 ans peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Tout ça est rappelé par la loi. Les exonérations sociales et les différentes formes de plans d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite, et la possibilité de faire des versements individuels complémentaires. Notons quand même que nombre de petites entreprises, enfin de moins de 50, avaient souvent mis en place quand même des dispositifs, par exemple de plans d'épargne salariale. C'est quand même un dispositif qui s'était assez développé au cours du temps. Voilà, je crois qu'on a effectivement vu l'essentiel de ces dispositifs. C'est une loi intéressante, c'est une loi riche, et effectivement, qui constitue une avancée pour les entreprises de taille moyenne, et de permettre à leurs salariés justement de s'intéresser aux résultats de l'entreprise et d'avoir la possibilité, effectivement, d'un dialogue social autour du partage de la valeur de l'entreprise. Du partage de la valeur, et Elodie l'a dit aussi, du partage pour les entreprises plus importantes, parce que le partage de la valeur, c'est un peu ambigu. De quelle valeur parle-t-on? On parle de la valeur créée sur un exercice à travers la valeur ajoutée ou la valorisation actionnariale de l'entreprise. Alors ces avancées pourraient être entrevues au regard de certaines limites non levées par la loi. Pour l'instant, il n'y a pas, lorsqu'il n'y aura pas il n'y a pas de sanction en cas de manquement à ces obligations. C'est l'expérimentation pour le moment, donc effectivement, je pense que ça va peut-être arriver au fil des années de tests, mais c'est vrai que pour le moment, il n'est pas prévu de sanction. Voilà. Ces nouveaux dispositifs donnent lieu à des exonérations fiscales et sociales en supposant de fait recours d'autres sources de financement pour l'équilibre des régimes sociaux, parce que le problème, c'est que l'URSSAF, la CNAV, etc., face au déficit des régimes de sécurité sociale et de retraite, s'estiment un peu lésés par ces mécanismes. Voilà. Donc ça, c'est une question effectivement particulière. La loi n'invite pas les entreprises à augmenter les salaires. Et puis, on a effectivement toute la problématique des dispositifs fiscaux dans les groupes internationaux, mais qui devraient être quand même en partie corrigés par la loi nouvelle que j'ai évoquée sur l'obligation minimale d'une taxation à 15%. Effectivement, tu disais, Gérard, que la loi n'oblige pas évidemment à augmenter les salaires. Et c'est vrai que c'est, quelque part,
la faille, si je peux dire ça comme ça, dans la loi, c'est que hormis la PPV, dont le versement est immédiat, sur les autres systèmes, les autres dispositifs de partage de la valeur, ça va créer des revenus, et ça c'est très bien, mais ça a créé des revenus qui sont décalés dans le temps, puisqu'en fait, ils vont être versés en N+1 une fois qu'on aura eu les résultats de l'entreprise, le bénéfice et tout ça, et qu'on va pouvoir faire des calculs sur le N-1 et que l'argent sera versé aux salariés, donc décalé d'un an. Donc c'est vrai que c'est un peu la faiblesse, si je peux dire ça comme ça, de la loi, parce que bon, enfin voilà, l'idée c'est quand même d'offrir du pouvoir d'achat, d'améliorer la qualité de vie, etc., etc. Et c'est vrai que, même si encore une fois, ça devrait générer quand même des ressources supplémentaires pour beaucoup de salariés, puisque effectivement, il n'y a plus besoin d'être 50, on l'a dit et on l'a redit. Mais voilà, effectivement, ça va se lisser dans le temps, hormis la PPV qui est immédiate, les autres sont décalés. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Évidemment, l'expert comptable reste le partenaire privilégié du CSE dans les négociations. Gérard l'a dit, effectivement, moi je suis toujours... Enfin, voilà, Gérard, c'est un puits de science, donc il nous fait partager son expérience. Et effectivement, je te rejoins sur tout ce qui est participation ou intéressement, où effectivement, on a régulièrement un rôle à jouer. Mais effectivement, même pour aider les salariés, les conseiller sur ces nouveaux dispositifs, voilà. Donc, c'est un vaste sujet. On a à peu près respecté le timing. Alors, on va peut-être passer au examen des questions. Merci Élodie, merci Gérard. Juste un mot, parce que vous avez insisté tous les deux sur 2 points. Sur le rôle de conseil d'experts comptables dans la mise en place de la prime de partage de la valeur, dans la mise en place d'accords d'intéressement ou de participation, rôle de conseil évident que l'expert comptable, et même d'ailleurs, Gérard a fait a parlé à la fin de l'actionnariat salarié, qui est un élément un peu différent, mais quand même, c'est une tendance qui se développe fortement. Gérard a rappelé l'origine, je dirais, de la participation, on l'a remonté au général de Gaulle, et effectivement, c'était un point très important de cette époque que d'insister sur la participation des salariés. À l'époque, on a dit ça au fruit de l'expansion, c'était ça le terme de l'époque. Le salarié est un élément qui se développe. Pour information, sur 150 entreprises cotées, 92 le pratiquent. Et quand on a des entreprises, même qui ont plus de 10 salariés, 1,3% d'entre elles le pratiquent. Et en fait, il y a 600 000 salariés en France qui sont actionnaires de leur entreprise. C'est une tendance qui monte. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rôle de conseil que vous avez développé, aussi bien Élodie que Gérard, il faut en prendre conscience, parce que notre profession s'honore d'être le conseil de proximité de l'entreprise, et donc de booster un peu ces ressorts liés à la motivation et à l'intéressement des salariés par les éléments financiers qui peuvent être participation, bien sûr, et intéressement, mais élément nouveau avec la PPV, quand on en a parlé. Deuxième élément dont vous avez parlé, c'est le rôle de contrôle d'experts comptables, puisque dans l'émission d'expertise comptable confiée par les CSE à un expert comptable, il y a un rôle de contrôle. Gérard a parlé, et le dit aussi, des contrôles quelquefois un peu complexes pour bien comprendre ce que signifie, mettre dans l'accord, par exemple, même dans la formule, tout simplement, la formule de participation, les différents éléments de l'équation, le B, le P, bref, c'est très important que nous le fassions. C'est un élément de contrôle que nous devons faire et un élément de confiance de la part des salariés qui confient à leur expert comptable cette mission-là. Et lorsqu'on trouve des erreurs, et bien sûr que
l'expérience montre qu'on en a trouvé des erreurs. Ce n'est pas un drame, parce que tout le monde peut se tromper. Et moi, j'ai souvent aux entreprises, dans ces cas-là, mais s'il faut juste corriger, ce n'est pas très grave. Le problème se pose lorsque l'erreur, elle est durable. Hein. Je prends un exemple simple. On a vu dans une entreprise, par exemple, que alors qu'il y avait 2 établissements, qu'il y avait un seul CSE, il ne prenait en compte dans les calculs, par exemple, de versement, même de la subvention, hein, au CSE, qu'un seul établissement. Quand on nous dit qu'il y a une erreur et qu'il faut corriger, c'est comme pour l'intéressement, l'erreur, quelquefois, elle remonte sur plusieurs années. Et quelquefois, on peut être perçu comme étant opposé à l'entreprise. Nous, on n'est pas opposé à l'entreprise. Nous, nous avons un métier de contrôle et de conseil. Et notre travail, c'est que la loi s'applique, c'est tout. Et non seulement la loi s'applique, mais même que l'on donne on soit conseil pour favoriser l'implantation de ces accords d'intéressement et de participation. Alors, parmi les questions, apparemment, vous avez été très lumineux, puisqu'il y a eu très peu de questions, et même eu des félicitations, Gérard, pour parler des SAPO, hein, qui faisait plaisir à certains ou certaines. Et donc, parmi les questions, il y en a une, enfin, il y en a eu très peu, des notions de bénéfices. Préciser si c'est bénéfice fiscal, social, on va en parler en 2 secondes. Et l'autre point, c'était jusqu'où va-t-on dans la vérification du résultat. Voilà. Quand on parle de données comptables de base, est-ce que, enfin, l'audit ou pas, voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais si vous pouvez juste poser sur ces 2 points, jusqu'où va-t-on dans le contrôle du résultat pour les comptables, et puis au niveau du bénéfice fiscal dans la formule de la participation. Je ne sais pas si je vais répondre à l'une ou l'autre question. Sur le bénéfice, on a dit, je pense que c'était sur la mise en place du dispositif de partage de la valeur, je crois qu'on en était à peu près là. On est sur le bénéfice fiscal. Et sur la négociation en cas de hausse exceptionnelle du bénéfice net, parce que c'est peut-être là où on n'avait pas précisé, effectivement, la loi impose une négociation lorsque le bénéfice net fiscal exceptionnel est dégagé. Donc, on est sur du fiscal des 2 côtés. Voilà. Oui, comme on l'est pour la participation. Hein. C'est ce que je disais. Même chose, bien sûr. Le bénéfice fiscal, il est plus encadré que le bénéfice comptable. Quoi, hein, donc, voilà. Voilà. Mais c'est bénéfice fiscal net d'impôt. Hein. Tout à fait. Deuxième point, au niveau du contrôle, jusqu'où va-t-on? Est-ce que c'est un contrôle formel? Est-ce que c'est un contrôle? Est-ce qu'on doit jusqu'où doit-on remonter? Alors, sur le contrôle, pour la participation, tout au moins, hein, je crois, c'est un contrôle qui engage la responsabilité de l'expert comptable. Hein. Donc, effectivement, c'est une mission de contrôle spécifique, sur lequel l'expert comptable ne peut pas faire l'impasse en cas de découverte d'une erreur, même si cette erreur, je l'ai dit, est défavorable au personnel représenté par le CSE qui l'a mandaté. Hein, donc, voilà. Je crois que c'est un contrôle extrêmement rigoureux, voilà, et qui d'ailleurs, enfin bon, après c'est un problème de seuil de signification, aurait peut-être dû être fait par le commissaire aux comptes dans certains cas. Hein. Voilà, mais sur le contrôle, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Hein, donc, et on peut aussi dire, Gérard, qu'il ne s'agit pas d'un audit. On ne t'entend plus. On t'entend plus. Sur cette mission-là, intervient sur la base d'éléments arrêtés par l'entreprise. Après, il y a des éléments de calcul, bien sûr qu'il faut vérifier, mais on ne va pas vérifier ou des stocks, ça va de soi hein, pour ces missions-là. Mais les comptes sont par l'entreprise, mais nous vérifions la bonne application de la formule ou de l'accord qui a été signé. Oui, voilà, parce que
on part de comptes certifiés, généralement, hein, bon, il n'y a pas des commissaires aux comptes partout, et là, le législateur relève les seuils du commissariat aux comptes. Et justement, ce qui est important, c'est le Voilà, débat qui a eu lieu autour de la QPC pour le D33-26-1, dès lors que le B et le C sont attestés par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes, on ne peut pas le remettre en cause. Le rôle de l'expert comptable n'est pas de dire, voilà, votre B fiscal n'est pas bon, etc. Ce n'est pas un vérificateur fiscal. Il vérifie le calcul formel. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et on n'a pas le temps de préciser que lorsqu'il y a un redressement fiscal dans une entreprise, il est possible également de revoir les conséquences en ce qui concerne le calcul des accords de participation à l'intéressement. Tout à fait. Et là, on a des problèmes de prescription qui sont parfois complexes, hein. Voilà. Et on n'est pas sur la prescription de 3 ans ou de 5 ans pour les salaires. Il y a des cas, on peut être sur la prescription générale du Code civil de 30 ans. Hein, voilà. Mais voilà. OK. Je crois qu'il n'y avait pas. Ah oui, oui, merci François qui nous indiquait justement que les redressements fiscaux amènent à recalculer la participation, bien entendu. Et je vois que là, les questions arrivent plus à la fin. A-t-il d'éclaircissement dans le cas d'un groupement de sociétés, le bénéfice fiscal retenu est celui qui est normalement ou celui issu au FIS 2058 A bis, lorsqu'il y a un groupement de sociétés. oui, mon frère veut parler d'un cas d'intégration fiscale. Oui, je suppose, un groupement, bénéfice fiscal retenu. Oui, en fait, on prend le bénéfice fiscal de la société. Le mécanisme d'intégration fiscale, c'est un report, dès lors que les sociétés sont détenues à 95%, c'est un report, effectivement, du paiement de l'impôt sur le groupe fiscal. Bien sûr. Alors, en l'absence de l'attestation de l'inspecteur des impôts, effectivement, dans la pratique, je l'ai souvent noté, on n'a pas d'attestation. Bon, on fait quand même notre travail de vérification. Bon, personne n'a demandé d'attestation. Bon, bah la mission d'expert comptable, on est arrivé au terme de cette session. Avant qu'elle se coupe automatiquement, je souhaite, remercier nos auditeurs et remercier nos intervenants. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup, Gérard, de vos précisions. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, lors de la prochaine webinaire qui aura lieu dans 2 mois normalement, mais vous serez informés. Merci à tous. Excellente journée. Bonne journée. Pour le support de présentation, vous le recevrez. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.